Bonjour à New York, bonjour en Afrique et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Jimena Livaroche, je suis un participant senior à l'Institut international de la paix et je vous remercie d'être ici avec nous pour cet événement du local au mondial. Qu'est-ce qui marche et quels sont les progrès sur l'agenda 2030? Cet événement est la conclusion d'un voyage de 2 ans que nous avons lancé avec le Fonds d'adaptation des Nations Unies pour la sécurité humaine, le gouvernement de la Gambie et d'autres partenaires aussi qui ont travaillé avec nous. Nous vous remercions pour votre générosité, votre leadership et votre esprit de partenariat. Nous remercions aussi nos parrains, nos amis de la Suisse et du Japon qui sont ici avec nous. Merci beaucoup. Et nous remercions aussi nos intervenants et nos panélistes pour leur temps aujourd'hui. L'objectif de notre réunion aujourd'hui est simple. C'est le même objectif que nous avions il y a 2 ans. Comment est-ce que nous pouvons soutenir la transformation de l'Afrique de l'Ouest? Donc imaginez avec moi, cette transformation locale ressemble à quoi? Si vous pouvez l'imaginer, qu'est-ce que cela veut dire dans votre travail, dans votre monde, dans votre vie? Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous notre approche créative que nous avons élaborée pour soutenir cette transformation locale. Même si c'est seulement l'effet d'un pavé jeté dans la mare, nous pensons qu'il est essentiel de continuer à travailler sur cette tâche. Nous sommes presque à la fin du forum de haut niveau politique et au début, le commissaire pour les affaires économiques de l'Union africaine a dit que 20 millions d'Africains vont rechuter dans la pauvreté extrême. Donc, l'agenda 2030 et l'agenda 2063 pour l'Afrique ont déjà beaucoup de travail à faire, mais ce travail est devenu encore plus lourd récemment. Donc, nous sommes vraiment à un tournant décisif parce qu'il faut penser de nouvelles façons pour tenir le cap et pour ne pas permettre cette rechute dans la pauvreté extrême. Pour lui, il a dit que la transformation locale de l'Afrique nécessitait un changement des secteurs de fabrication de l'agriculture et de l'énergie. Pour nous, la transformation locale commence avec l'utilisation des ressources qui sont accessibles à l'intérieur au lieu de dépendre des importations. Et nous pensons que l'autosuffisance est possible. Le rapport que nous lançons, que nous publions aujourd'hui, est le résultat de 3 ans de travail que nous avons commencé avec nos partenaires, quand nous avons convenu un forum en Gambie avec 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et des leaders de la société civile venus des communautés locales et de la communauté internationale. Nous sommes convaincus qu'il faut travailler à tous ces niveaux entre le local et le mondial pour mieux soutenir cette transformation locale. Donc, c'est pour nous un honneur d'avoir avec nous des intervenants comme nous avons aujourd'hui pour nous aider à continuer ce voyage. Ministre, je vais céder la parole à Monsieur le ministre qui a toujours travaillé avec nous. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, il me semble que c'était seulement hier que nous nous sommes rencontrés à Banjul avant de se réunir à Berlin et ailleurs pour parler de cette question. Je suis content de voir des visages familiers aujourd'hui, même s'il y a une distance physique entre nous. Notre présence montre notre engagement à cette fin. Comme vous savez, le forum de Banjul, qui était le premier forum de telle sorte, c'était une opportunité pour rassembler des personnes intéressées à une collaboration à multiniveau.
Nous avons beaucoup parlé des bonnes pratiques pour le développement durable que nous pouvions mettre en œuvre sur le terrain, au niveau hyper local. Sans aucun doute, ce forum était une grande réussite. Nous avons développé des cadres spécifiques et des mécanismes, des partenariats pour aider les initiatives locales à réussir. Nous avons aussi vu la grande promesse de l'agenda 2030 en Afrique de l'Ouest. Pendant ce forum, nous avons entendu des histoires formidables des champions qui mènent des initiatives pour lancer le développement durable au sein de leur communauté. Des histoires de la coopération entre les bailleurs de fonds et les municipalités, des histoires des initiatives conjointes entre les Nations Unies et les gouvernements locaux pour mettre en œuvre un cadre pour le développement durable. À travers toute cette histoire, une chose était claire, que le processus de développement doit comprendre tout le monde à travers toutes les couches de la société. Il y a un proverbe de l'Afrique de l'Ouest qui dit « Si vous voulez aller rapidement, allez seul. Mais si vous voulez aller loin, il faut aller ensemble. » Vous voyons tous, dans le cadre de cet événement numérique, me rappelle que nous sommes ensemble et que nous travaillons ensemble. Nous vivons un moment où le monde fait face à des défis sans précédent dans l'histoire récente. La crise du COVID-19 nous touche tous et retarde le développement le progrès du développement durable. Nous avons tous été touchés d'une façon ou d'une autre. Et notre travail aussi a été impacté de façon négative. Notre réunion d'aujourd'hui témoigne notre volonté de retourner à une situation normale. Je me rappelle d'un discours du secrétaire général qui a dit que nous ne pouvons pas revenir en arrière à l'état d'affaires avant la pandémie. Non, il faut créer un monde plus juste et plus durable. S'il y a un point positif dans cette pandémie, c'est que nous avons vu la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Notre capacité d'innover et d'adapter, même face à des obstacles irrévocables, me montre que nous pouvons quand même réaliser l'agenda 2030 si nous gardons cette résilience et cet esprit d'innovation qui est au cœur de notre volonté d'améliorer nos communautés. De meilleures communautés, cela veut dire de meilleurs pays, de meilleures régions et enfin un meilleur monde. Tout commence avec nos communautés. Cet événement marque la fin des mois de travail acharné qui n'aurait pas été possible sans la coopération entre le gouvernement de la Gambie, les Nations Unies, le Forum pour la paix et la sécurité et autres organismes aussi. Le Fonds de dotation des Nations Unies nous donne aussi son soutien dans ce processus et l'Institut international de la paix est vraiment la locomotive de cette initiative. J'en suis très reconnaissant. Je suis aussi confiant que la conversation qui va suivre va ouvrir nos yeux et va beaucoup nous informer. J'espère que vous allez garder votre bonne santé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup le ministre. Merci pour vos paroles vraiment sages. Et merci aussi pour votre travail et votre soutien continu et pour avoir ouvert cette réunion si chaudement de l'Afrique. Ensuite, nous avons Mira Techenge, un vieux ami qui est aussi maintenant le directeur régional du DCO. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup, Jimena. Vos Excellences, Mamadou Tchangara,
Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Gambie, Votre Excellence le ministre Gamba, Monsieur le ministre du gouvernement local et du développement de Sierra Leone, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Shinzo, Monsieur le représentant du Japon auprès des Nations Unies, et aussi Monsieur le représentant de la Suisse, Monsieur Dominique Park, Vos Excellences, panélistes distingués, Mesdames, Messieurs, et à tous les participants, j'ai le privilège de représenter la sous-secrétaire générale des Nations Unies qui m'a demandé de vous communiquer ses salutations sur une question qui est très importante pour elle et sur laquelle elle travaille sans cesse. Je veux remercier le gouvernement de la Gambie, l'Institut international de la paix et aussi le Fonds de dotation des Nations Unies pour la sécurité humaine pour avoir organisé cette initiative si importante et aussi cet événement. Je veux aussi exprimer mon appréciation pour tous les intervenants et les participants de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs qui travaillent tous sur un cadre local pour faire avancer l'agenda 2030 et aussi les ODD et surtout l'agenda de 2063 pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de comment nous pouvons passer du local au mondial pour accélérer le progrès de l'agenda 2030 pour mieux réaliser les ODD et cet agenda. Nous allons construire de bas en haut et pas à sens inverse. Ce mot local est la clé à la mise en œuvre réussie des ODD. Il ne faut laisser personne pour compte. L'engagement de nos leaders en adoptant l'agenda de 2030 et les ODD en septembre 2015, il y a 5 ans pile, était important. Qu'est-ce que cela veut dire local? Cela veut dire de collectionner les données là où les personnes sont. Savoir qui est laissé pour compte et ne laisser personne rechuter dans la pauvreté à cause de la pandémie COVID-19. Les vulnérables, les marginalisés et les jeunes sont en danger. Donc, l'engagement local est essentiel pour lutter contre la pandémie et pour nos pays de faire mieux du point de vue de la santé et de l'économie. Mieux se relancer devrait nous aider à réaliser les objectifs de l'agenda 2030 et l'agenda 2063. En luttant contre les effets de la pandémie, nous allons continuer notre travail sur les ODD aussi, du niveau local et régional au niveau mondial. L'engagement local, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on répond à des besoins sur le terrain. Et notre façon de comprendre ces besoins, notre façon de communiquer les messages de l'agenda 2030 et notre façon de mettre en œuvre des structures de leadership et locales sont essentielles. Le système de développement de l'ONU peut aider à travers les coordinateurs résidents avec ses efforts pour réaliser la mise en œuvre des objectifs de l'agenda 2030 et des ODD et aujourd'hui aussi en réalisant ou en s'attaquant aux effets de la pandémie COVID-19. Sous le leadership de notre secrétaire général, le système onusien de développement était et est en train de renforcer son système de soutien. Nous avons un réseau de coordinateurs résidents en Afrique pour aider les pays à se remettre après la pandémie et pour mieux réaliser les ODD de l'agenda 2030 de niveau local au niveau mondial. Cela veut dire que les gouvernements et les autres parties prenantes à tous les niveaux vont travailler avec nous. Notre objectif est de ne laisser personne pour compte et de nous assurer d'un changement transformatif pour la région. Lutter contre la pauvreté, la faim, l'inégalité et pour l'autonomisation des femmes, des jeunes et contre le changement climatique, ce sont nos défis aujourd'hui. Notre réussite dépend des communautés qui sont vraiment la locomotive de leur propre développement durable. Pour
réaliser cela, il faut des efforts à tous les niveaux, local, régional, mondial. J'aimerais aussi reconnaître l'importance de la conférence à Banjul qui nous a donné l'opportunité de fêter le leadership local et aussi de mieux organiser notre interaction avec ce leadership. Cela nous a aidé à accélérer le progrès sur l'agenda pour le développement durable. Il faut établir des partenariats avec beaucoup de parties prenantes différentes, les gouvernements, la communauté internationale, des partenaires de développement, pour profiter de nos connaissances existantes pour améliorer notre impact en ce qui concerne la durabilité. Il faut des partenariats qui ont du sens, qui relient le niveau local et le niveau mondial. Nous avons une vision partagée de l'avenir, il faut la réaliser. Je suis content que 8 pays de l'Afrique de l'Ouest ont participé à ce forum avec beaucoup de parties prenantes différentes, y compris des coordinateurs résidents, et que ça a mené à de vrais programmes de mise en œuvre soutenus par le Fonds de dotation des Nations Unies pour la sécurité humaine. Une fois de plus, je remercie l'Institut international pour la paix pour avoir organisé cette réunion et je vous souhaite la réussite dans votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Muniarati. Vous avez dit que vous êtes maintenant en train de travailler avec les 53 coordinateurs résidents en Afrique. Ça, c'est une tâche très importante parce que la réforme de l'ONU doit maintenant aider à la catalysation de cette transformation. Je pense toujours au fait que quand nous négocions les ODD, nous ne pensions jamais qu'on allait avoir une pandémie. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment au milieu de ce défi si important. Donc, vous avez beaucoup de travail à faire devant vous. Et nous tenons à vous dire que nous sommes reconnaissants du fait que la Fonds de dotation nous aide en Afrique de l'Ouest. Parce que quand nous voulions lancer ce forum, cet événement, nous voulions nous assurer que cela allait devenir quelque chose d'autre, qu'il allait y avoir un suivi. Et le Fonds de dotation a créé un fonds pour chacun de ces pays pour continuer son travail sur les décisions, les résultats de ces forums. Donc, on espère qu'on va aider au moins 8 de ces pays. Maintenant, je cède la parole à Dominique, le représentant de la Suisse. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Jimena. Messieurs les ministres, Excellences, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un grand privilège et un plaisir de vous adresser ce message de bienvenue à l'ouverture de cet événement. J'ai suivi avec grande attention l'allocution de son Excellence, le ministre des Affaires étrangères de la Gambie et du directeur régional pour l'Afrique de DCO. Je remercie IPI de m'avoir accordé cette opportunité de participer au lancement de l'excellent rapport From Local to Global, Building on What Works to Accelerate Progress on the 2030 Agenda. Je félicite IPI aussi de nous offrir une rencontre multilingue. C'est assez innovant au sein de l'ONU et j'espère que c'est une bonne prémonition pour l'avenir. Depuis son adoption en 2015, l'agenda 2030 pour le développement durable est le fil conducteur de l'engagement national et international de la Suisse dans ce domaine. En Suisse, l'agenda 2030 est appliqué au niveau fédéral, cantonal et communal dans le respect des obligations actuelles des compétences et du partage des tâches qui a été décidé. Au niveau international, la Suisse promeut la même approche, soutenant les acteurs à tous les niveaux dans leur mise en œuvre de l'agenda. Tant en Suisse qu'à l'étranger, l'agenda 2030 se réalise au niveau local par une action convergente des autorités, de la société civile et du secteur privé. Si les gouvernements centraux sont des partenaires naturels pour la Suisse, les acteurs locaux sont aussi des acteurs prioritaires dans notre travail de coopération. C'est en effet au niveau local que les problèmes sont vécus au quotidien et que des solutions appropriées peuvent y être trouvées. C'est aussi au niveau local que le principe de Leave No One Behind que nous venons d'entendre tout à l'heure semble le plus pertinent et le plus réalisable. Il est dès lors nécessaire de mettre sur pied des processus de développement qui se concentrent sur les acteurs locaux.
Les décisions doivent être prises de manière transparente et participative avec la société civile et le secteur privé local, comme je viens de le mentionner tout à l'heure, créant ainsi les bases pour un contrat social renforcé entre citoyens et autorités. C'est ce que nous cherchons à soutenir en tant que partenaire bilatéral, en tant que donateur, mais aussi en tant que membre de l'ONU et sur le plan multilatéral. Les Nations Unies ont beaucoup fait pour provoquer cette prise de conscience de la communauté internationale sur l'importance du niveau local. Les institutions financières internationales semblent elles aussi s'intéresser davantage au niveau sous-national, notamment dans la récente stratégie fragilité de la Banque mondiale, qui considère la société civile et les autorités locales comme des opportunités pour travailler dans les contextes les plus difficiles. Si la prise de conscience est là, la communauté internationale, donc nous tous ici présents, avons certainement besoin d'accélérer davantage sa mise en œuvre. Il ne nous reste plus que 10 ans pour réaliser l'agenda 2030. Nous devons donc rapidement mettre les acteurs locaux au centre de nos efforts afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. À cette fin, le système de développement des Nations Unies, avec ses bureaux de coordinateurs résidents, et je remercie beaucoup le directeur de DCO d'avoir insisté sur ce point, se trouve dans une position privilégiée pour pousser cet agenda, tant avec les gouvernements nationaux des pays partenaires qu'avec les acteurs de la société civile, du secteur privé et bien sûr du développement. Le lancement du rapport qui inclut les échanges du forum qui a eu lieu à Banjul en octobre 2019 et les expériences partagées par les différents acteurs de la région nous offre une fantastique opportunité d'apprendre de ces expériences concrètes et de nous inspirer des initiatives provenant de l'Afrique de l'Ouest en vue de renforcer nos efforts collectifs et de faire de l'agenda 2030 une réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Et je sais aussi que la Suisse est un très bon exemple de la localisation et de la décentralisation. Donc, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Maintenant, on va commencer notre panel, mais avant cela, j'aimerais rapidement vous parler de quelques résultats de notre rapport qui est aussi disponible en anglais et en français. Et beaucoup des intervenants aujourd'hui ont déjà parlé du fait qu'il faut construire sur la fondation de ce qui marche déjà. Donc, nous sommes convaincus qu'il faut vraiment réfléchir sur notre rôle en tant que représentant de la communauté internationale ou au sein d'une communauté locale. Ce que marche, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut être humble devant notre travail du développement. Et même si nous avons l'agenda 2030 et l'agenda 2063, il ne faut pas penser qu'on va simplement importer les ODD dans un contexte local et que les municipalités et les communautés locales vont tout simplement suivre ces ODD. Il faut être plus flexible, adaptable, qui permet une meilleure participation et qui c'est plutôt une idée d'ouvrir la porte et de trouver une langue en commun qu'on peut parler, la langue, le langage des ODD. Mais il faut à la base être flexible et adaptable pour réaliser le contrat social entre le peuple, les gouvernements et les instances internationales. Donc, avec cet état d'esprit, nous avons vraiment essayé de trouver une façon de différencier un peu cette réunion. Nous savons déjà que beaucoup des approches divise le travail entre chaque ODD, l'ODD 1, 2, 3, etc. Mais jusqu'ici, on n'a pas eu une approche globale. Mais les ODD ont été conçus comme une tapisserie. Et si on tire le fil d'un seul ODD, toute la tapisserie va se défaire. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Honey, I Shrunk the Kids, mais on veut rendre les ODD plus petits, les voir du niveau local au lieu de les voir du niveau international. Cela les rend
plus abordable. Quand on pense au niveau d'une ville, par exemple, ou d'une municipalité. J'espère que M. Lamina va nous dire si c'est vrai ou pas, mais on espère que cela devient plus abordable quand on pense au niveau d'une municipalité au lieu de penser au niveau national, mais il faut quand même penser de façon holistique. Troisièmement, comme Monsieur le ministre Vangala a dit, il faut aussi élargir le spectre d'acteurs qui sont impliqués dans ce travail. Donc, nous avons lancé une appli qui a été téléchargée par 400 personnes en Afrique. Donc, cette plateforme est devenue vraiment très diverse, où il y a les ministres à côté des militants locaux, à côté des autorités municipales, d'une façon non hiérarchique. Et qu'est-ce qui s'est produit? Les représentants nationaux avaient un moment de réalisation. Ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà beaucoup de ressources disponibles chez eux. Il y avait déjà des efforts en cours. Et ça, c'est pour nous la chose la plus incroyable. Que nous avons déjà des ressources chez nous que nous ignorons. Et les acteurs nationaux doivent être un peu plus humbles. Quand on veut localiser un ODD, il ne faut pas commencer par l'image internationale de cette ODD. Non, il faut commencer avec ce qu'on a déjà chez soi et d'essayer d'élargir, d'améliorer les initiatives déjà existantes. Cela dit, nous allons lancer notre discussion en panel. Nous avons 4 panélistes avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer avec Monsieur le ministre Dambalambina de Sierra Leone, qui est le ministre pour les affaires, les municipalités et les affaires locales. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Anna. J'espère que vous pouvez m'entendre parce que mon audio a été coupé à un moment donné à cause des troubles de connectivité. Vos Excellences, je viens de Sierra Leone au milieu d'une pandémie et bien sûr, ça nous rappelle l'importance d'utiliser les méthodes qu'on a développées chez soi, dans nos propres pays. Pour mieux réaliser nos objectifs. Le Sierra Leone regarde ce qui se passe en Gambie et aux États-Unis. Nous avons participé à cet voyage et pour moi c'est un plaisir et un honneur de vous présenter sur ce sujet, de passer du niveau local au niveau mondial pour mieux réaliser les objectifs du développement durable. Bien sûr, il est important de parler de ces sujets, de continuer d'en parler parce que les défis sont multiples et plus on travaille sur ces problèmes, surtout au niveau local, plus nous allons pouvoir réussir en tant que nation. Maintenant, je veux vous donner un peu de contexte. Nous avons un système décentralisé. Bien sûr, nous avons un gouvernement central au Sierra Leone, mais aussi 22 conseils locaux et 190 organisations de leaders traditionnels dans notre pays. Donc, nous travaillons beaucoup sur la solidarité et nous pensons beaucoup à ce qu'il faut faire au niveau local au lieu de le faire au niveau central. Le président s'est engagé à renforcer ce système et moi aussi je travaille beaucoup sur cette question en tant que ministre pour le gouvernement local. Monsieur le ministre, vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous pouvez éteindre votre caméra peut-être et nous allons pouvoir mieux vous entendre parce que il y a des crispations.
Je vais continuer en même temps que mon assistant d'informatique essaie d'améliorer ma connexion. Donc je vous demande votre patience pendant que je continue avec mon intervention parce que sinon nous n'avons pas beaucoup de temps. Son Excellence, Monsieur le Président, est devenu et a été élu à cause de son engagement d'améliorer les niveaux de vie de notre peuple. Il s'est engagé à développer la capacité humaine au sein de notre pays. Et il a essayé de faire cela dans 3 domaines principaux. L'éducation, nous vivons tous dans le même contexte. Comme vous savez peut-être, nous avons passé par une période de guerre dans notre pays et pendant cette période de guerre, nous avions un système qui marchait. Et il y a, par exemple, le processus de planification participative qui laissait les citoyens participer au gouvernement. Ce cadre a marché pour la paix et pour résoudre des griefs des citoyens. À l'avenir, le pays va continuer avec cette stratégie, avec son plan de développement de moyen terme qui comprend tous les niveaux, du niveau hyperlocal au niveau national. On a organisé des concertations partout dans le pays pour ratifier ce document, mais même avant la rédaction du document, nous avons commencé notre circulation dans le pays pour valider notre engagement par le peuple pour savoir quelles étaient leurs priorités à eux. Il est essentiel pour nous de prioriser le développement humain. Notre pays est un pays qui a passé par la guerre et il nous reste beaucoup de problèmes. Son Excellence, le Président, a déjà mis en œuvre une éducation gratuite pour nos concitoyens et je pense que cela a eu un impact sur le nombre de personnes ayant accès à une éducation, surtout les jeunes filles, parce que si on veut améliorer la vie de ses concitoyens, il faut commencer par l'éducation. Et maintenant, l'éducation est gratuite de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Nous avons aussi beaucoup encouragé les jeunes filles à participer à l'éducation, même après l'éducation secondaire. Nous avons maintenant des bourses pour des filles qui étudient les sciences, peu importe ses origines géographiques. Ces opportunités sont maintenant disponibles. À l'avenir, le cadre de participation populaire, qui est le système que je viens d'évoquer, est un outil de mobilisation citoyenne. C'est un outil qui permet les personnes de se rassembler, parler des problèmes, tout comme on faisait dans la culture traditionnelle autour du feu à la fin de la journée. Parce qu'il faut impliquer la population dans le processus pour que la population se ressente une partie de ce processus. Quand le peuple sait qu'il a été compris dans le processus de développement, qu'on a reconnu leurs priorités, ils se sentent beaucoup plus impliqués. Donc, nous avons demandé lors de ces concertations quelles sont les 3 choses qui vous sont les plus importantes en ce qui concerne le développement. Et nous avons circulé dans le pays pour recueillir ces informations des 4 coins de Sierra Leone. Donc, voilà les problèmes dont nous avons entendu parler. La capacité du gouvernement est insuffisante, mais nous sommes convaincus que pour renforcer cette capacité, il faut bien sûr fidéliser ses concitoyens. Sans le soutien du peuple,
nos efforts de développement ne vont pas être acceptés. Donc il faut renforcer les capacités au niveau local. Et c'est tout à fait cela qu'on est en train de faire. À cause de la pandémie, nous avons aussi créé des structures supplémentaires. Parce que pendant la pandémie, l'économie a été presque au point mort. Les frontières étaient fermées. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que pays, en tant que nation, au milieu d'une telle pandémie? Nous avions besoin d'un programme structuré pour mettre en œuvre les programmes élaborés au niveau national. Donc, nous avons créé un groupe spécial avec la société civile pour organiser des discussions et pour fédérer toutes ces parties prenantes autour des structures au niveau national et au niveau local. En tant que ministre pour le gouvernement local, j'ai présidé une équipe de personnes venues de tous les districts du pays pour élaborer les structures de réponse pour la pandémie COVID. Et les plans de développement existants qui étaient approuvés par le gouvernement ont dû être réalignés. Donc, en fin de compte, nous ne voulions pas arrêter notre travail de développement, mais nous nous sommes rendus compte que la mode de vie de nos concitoyens était plus important pendant une pandémie. Et même s'il y avait des critiques qui disaient au début qu'un pays pauvre comme le nôtre ne pouvait pas se développer, ces critiques avaient tort. Nous sommes fiers de dire que même s'il y a quelques problèmes de développement qui nous restent, nous sommes en train de les résoudre. Même pendant et dans le cadre de notre réponse à la pandémie COVID. Avec le ministre de la Finance, on a développé une structure de réponse à la pandémie COVID qui a déjà porté ses fruits et qui a fourni des soutiens sur le moyen terme pour des hommes et des femmes d'affaires parce que l'économie est au point mort dans notre pays. Pour nous, c'est une question de leadership, c'est une question de profiter au maximum des structures existantes au niveau international. Notre gouvernement a bien sûr travaillé avec beaucoup de structures internationales pour réaliser tous ces bienfaits partout dans le pays. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et je pense qu'une des choses qu'on essaie de faire, c'est de repenser cette idée que ces pays sont pauvres. Le Sierra Leone n'est pas un pays pauvre, c'est un pays plein de ressources. Et ce que vous avez fait en tant que leadership après votre période de guerre, c'est remarquable. Et vous êtes un pays riche, peut-être vous avez des désavantages économiques, mais vous êtes un pays riche. Et ce langage est dans notre rapport et nous sommes fiers et contents d'être un de vos partenaires. Ensuite, on passe à Georges en Guinée. Georges est le représentant de l'OMS en Guinée, un ancien coordinateur régional. Et nous avons aussi eu le plaisir de l'accueillir en Gambie pendant le forum. Georges, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jimena. Vos Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Gambie, Votre Excellence, Monsieur le ministre du gouvernement local au Sierra Leone, représentants distingués du Japon, de la Suisse et d'autres pays aussi, Monsieur le directeur régional, représentant la secrétaire générale assistante, mes collègues de l'IPI, mes copanélistes, je suis vraiment reconnaissant de cette opportunité de partager
avec vous après le forum de Banjul sur la localisation des ODD auquel vous avez participé à la fin de l'année dernière. Je tiens à remercier M. Vincent Martin, le nouveau coordinateur résident, qui a donné son approbation pour ma participation à cette réunion de la part de la Guinée, de l'équipe du pays en Guinée, de l'équipe du pays de l'ONU en Guinée. Nous sommes en train d'accélérer la réalisation des ODD. C'était la résolution. Quand on fêtait la 75e anniversaire de l'ONU, on a dit qu'il fallait écouter les communautés locales. Il fallait écouter les pays pour mieux cerner le cap à suivre et pour mieux réaliser les objectifs de développement durable. Mais l'année 2020 nous a donné aussi la pandémie COVID-19 qui a mené à la perte des vies et qui a aussi remis en question le progrès économique. Et a remis en question aussi la réduction de la pauvreté d'une façon inédite. Le premier cas de COVID-19 a été importé en Guinée le 12 mars 2020, quand le pays était déjà au milieu d'une épidémie, se remettait d'une épidémie de l'Ebola. Mais la Guinée passait aussi par une transformation sociopolitique très compliquée. À la fin d'un cycle électoral, où la fin était prévue pour la fin de 2020. Aujourd'hui, nous avons 6276 cas de COVID-19 et un cas d'urgence a été déclaré pendant les 3 derniers mois et vient d'être continué, même si certaines mesures de confinement ont été éliminées. Le couvre-feu, par exemple, a été réduit et certaines régions ont même été déconfinées. L'équipe du pays en Guinée soutient le pays dans le cadre des conseils du secrétaire général pour assurer la fourniture des services essentiels et pour mieux reconstruire les sociétés et les économies. J'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai eue il y a 2 jours quand j'étais à Karoum, une municipalité de Conakry. La maire de cette municipalité, Madame Touré, était avec nous au forum de Banjul. Et nous étions aussi avec d'autres représentants du ministère de la Communication et aussi des leaders religieux de Conakry. Nous avons beaucoup parlé de notre capacité de renforcer l'engagement communautaire dans la lutte contre le Covid. De cet échange, j'ai beaucoup appris, surtout le fait que, en engageant les communautés et les équipes de santé au niveau des districts, la municipalité de Kaloum a pu réduire le nombre d'infections de COVID-19 de 380 à 5 cas seulement dans quelques semaines. Seulement. Cette réussite locale formidable a été possible parce qu'on a impliqué les personnes aînées, les leaders religieux, les femmes et d'autres associations locales qui ont circulé dans la municipalité avec les équipes médicaux pour distribuer les masques et pour aider les communautés avec les kits d'hygiène, de nourriture et d'autres nécessités de la vie. C'est vraiment une histoire de réussite, mais cela nous montre aussi comment nous pouvons profiter des réseaux locaux, communautaires, pour faire passer notre réponse au COVID-19 à l'échelle supérieure.
et aussi comment nous pouvons faire la même chose pour le développement. Cela me rappelle mes expériences antérieures avec notre crise d'Ebola, pendant laquelle les communautés se sont rassemblées pour contrôler et éviter cette maladie pour interrompre en fin de compte la transmission de ce virus. Ensuite, nous avons développé des plans pour renforcer des systèmes de santé publique et aussi des plateformes régionales avec le Sierra Leone et le Liberia, y compris pour réduire le risque des catastrophes, pour améliorer la sécurité sanitaire, mais aussi des plateformes pour parler de l'immigration et des recherches scientifiques. C'était de ces échanges que le vaccin contre l'Ebola est né. Un vaccin qui va protéger des millions de personnes en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique de l'Est et au Rwanda. Cette innovation est née d'une période de crise. Donc, il est clair que face au défi du COVID-19 et face au défi d'accélérer les ODD, il faut reconsidérer, repenser nos approches auprès des communautés. Il faut de l'humilité, que vous avez dit, Jimena, parce que nous faisons face à des situations inconnues. Nous n'avons pas toutes les réponses scientifiques, nous ne savons pas quelles seront les tendances de demain. Il y a aussi ce problème de fausses nouvelles qui a augmenté le niveau de peur et de stigmatisation et aussi de la violence, y compris la violence homme-femme, et a rendu nos communautés encore plus fragilisées. Donc, il faut être sérieux, mais il faut aussi penser avec urgence pour lutter contre le Covid et pour reconstruire mieux qu'avant. Il faut créer des partenariats de prospérité et de paix et il faut les centrer, les mettre au centre de nos efforts de développement. Il faut réduire les risques des catastrophes, du changement climatique et rassembler ces efforts avec des efforts de réalisation des ODD. Nous pouvons profiter de nos connaissances traditionnelles et de nos expériences existantes pour construire une nouvelle transformation numérique et verte pour nos communautés, pour que nos pays puissent se remettre mieux et plus rapidement après le COVID-19. Comme j'ai déjà dit, l'Ebola a obligé les pays de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Sierra Leone et autres de créer des plateformes transfrontalières. Et cela devrait être aussi une priorité de notre stratégie de développement. En Guinée, avec les agences onusiennes au sein de notre pays, nous travaillons pour lancer de nouvelles initiatives et de nouvelles stratégies. Nous travaillons aussi avec la CEDEAO, l'initiative pour le développement du capital humain, pour améliorer nos indices critiques, l'accès à l'eau, l'hygiène, l'éducation et les programmes de protection sociale dans les régions. Avant de conclure, je veux revenir à cette idée d'écoute. L'écoute est la clé à mieux nous développer et à ne laisser personne pour compte. Il faut aussi travailler à travers les frontières. Et par frontières, je ne veux pas seulement dire les frontières géographiques, mais aussi les frontières culturelles, religieuses, les frontières du genre, de l'âge. Il faut aller au-delà de ces frontières pour lutter contre le Covid. C'est une opportunité pour nous d'innover.
C'est quelque chose que nous avons déjà fait pendant l'épidémie d'Ebola. Nous avons déjà cette expérience. Nous avons développé de nouvelles approches basées dans les communautés. Nous avons embauché 2 millions de travailleurs de la santé communautaire en Afrique, y compris 18 000 en Guinée. Et nous utilisons aussi le principe de non-regret. Nous savons qu'il est essentiel de sauver les vies et les modes de vie de nos concitoyens. Dans les périodes difficiles, il ne faut jamais baisser les bras, il faut trouver des stratégies qui marchent et il va falloir aussi transformer et localiser l'agenda des ODD pour accélérer notre progrès. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Georges. Et merci pour tout ce que vous avez dit. Il nous faut du gravitas, de l'humilité, il faut écouter et il faut suivre et promouvoir les innovations, comme vous avez dit. Merci beaucoup et je suis aussi contente que vous travaillez avec Aminata. Un des objectifs du forum était de forger ces liens entre l'ONU et les autorités municipales qui ne sont pas toujours évidentes. Donc je suis vraiment contente d'entendre que vous êtes en train de renforcer ces liens au cours des mois. Ensuite, on passe à la CEDEAO, Rahimat Omoro de la CEDEAO. Elle est la chef de la division de la sécurité humaine. Vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici et merci beaucoup d'avoir invité la CEDEAO à cette conversation. Nous sommes vraiment contents de participer à ce processus dès le début et nous sommes aussi contents de voir que nous allons continuer à construire sur la fondation que nous avons construite à Banjul. Je vais vous donner la perspective de la CEDEAO et sur son soutien pour les stratégies de l'agenda 2030. Tout d'abord, je tiens à vous dire que le COVID-19 a bien sûr augmenté le niveau de risque et aussi la vulnérabilité de presque tout le monde, mais surtout des populations vulnérables. Donc, c'est quoi les faits? Le peuple va dépendre davantage sur les gouvernements et sur les États. Donc, les peuples vont maintenant avoir des attentes des États et des gouvernements. Donc, les organisations telles que la CEDEAO vont devenir de plus en plus pertinentes. On dit souvent que l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO vont devenir de moins en moins influents, mais en fait, c'est le contraire. Parce que les organisations intergouvernementales créent des liens entre les gouvernements nationaux. Donc, nous pensons que les organisations intergouvernementales vont devenir de plus en plus pertinentes. Dans le cas de la CEDEAO, cela va se traduire par des efforts de solidarité régionale. On sait que la collaboration transfrontalière à travers les frontières géographiques est essentielle et ça c'est un travail déjà mené par la CEDEAO depuis longtemps. Les organisations comme la CEDEAO vont avoir besoin de repenser leur stratégie, d'innover et de lancer des réformes pour mieux travailler dans le monde d'après Covid. Il faut repenser nos stratégies, nos approches. Il faut écouter davantage et il faut être plus connecté à des communautés locales. Parce qu'il faut lancer cette transformation locale d'une façon qui reconnaît les besoins locaux. Donc, la CEDEAO a repensé son plan de travail pour 2021. Donc, nous avons intégré le Covid dans tous les aspects de notre plan pour le 2021. La réponse au Covid n'est pas un enjeu à part, non. La réponse au Covid devrait faire partie de nos stratégies de planification normales pour l'année 2021.
les États membres de la CEDEAO ont déjà organisé une organisation des ministres et les ministres de Libérie de Sierra Leone connaissent déjà cette réunion parce que c'est une réunion qui va avoir lieu aujourd'hui. Et c'est une réunion qui a été organisée en réponse à la pandémie pour reformuler nos stratégies. Nous avons aussi notre stratégie de capacité humaine qui est en voie de développement. C'est une opportunité de nous d'intégrer notre réponse au Covid à notre stratégie de développement humain. C'est une grande opportunité pour nous. En planifiant pour 2021, nous avons lancé de nouvelles critères pour refocaliser nos ressources et pour promouvoir la résilience, la relance et la réforme dans nos États membres. Plus précisément, il y a certains domaines en dehors de ce que je viens de décrire. Mon premier commentaire est qu'il faut gérer les attentes de notre avantage comparatif. On pense que la CEDEAO est comme le PNUD ou l'ONU. Non, nous n'avons pas les mêmes ressources que ces autres organisations. Nous n'avons pas notre propre organisation de développement où l'ONU a ses bureaux dans les pays. Nous n'avons pas de telle structure. La CEDEAO n'a pas ces capacités, mais ce que nous avons, c'est la volonté politique de soutenir les États membres et de les demander d'agir dans le cadre des initiatives régionales. Donc, ce que nous avons déjà fait en ce qui concerne notre réponse au COVID-19, nous avons promu la transformation locale. Dans ma division seule, nous avons publié une note sur l'impact du COVID-19 sur les enfants à tous les États membres. Nous avons rappelé l'importance de ne laisser personne pour compte dans la lutte contre le COVID et la relance économique parce qu'il est toujours facile de laisser certains groupes pour compte quand on fait face à une crise ou catastrophe telle que le COVID. Donc, nous avons publié une note pour tous nos États membres sur les enjeux des enfants dans le cadre du COVID. Notre président a aussi publié un discours sur le COVID et une de ses conséquences les plus risquées est que même les enfants, même les jeunes peuvent mourir de cette maladie. Donc le président de la CEDEAO a dit que ce n'est pas acceptable. Et nous avons aussi publié un plan d'action régional contre la violence homme-femme, qui est aussi un grand problème pendant les périodes de crise. Et cette initiative dépend aussi des initiatives locales. Nous avons aussi lancé une étude pour créer un observatoire des droits de l'enfant, parce que nous savons qu'il faut suivre ce qui se passe avec nos enfants. Donc voilà une de nos initiatives par laquelle nous faisons avancer l'agenda 2030. Nous faisons aussi un travail de promotion des filets de sauvetage économique qui sont essentiels. Au début du confinement, surtout en Afrique, où beaucoup de personnes vivent du jour au lendemain, et quand on est confiné, ce n'est plus possible. La CEDEAO a travaillé sur le développement d'un cadre de protection sociale que nous espérons compléter bientôt pour donner des conseils aux États membres pour mieux protéger leurs citoyens. Au cas où on a une autre pandémie à l'avenir, on va
avoir déjà les structures en place pour limiter les effets d'une telle pandémie future, pour que les personnes ne rechutent pas dans la pauvreté. La CEDEAO est aussi en train de promouvoir la croissance économique basée dans les communautés. Parce que l'activité économique individuelle est essentielle pour la survie. Donc il faut créer des initiatives économiques qui sont basées dans les communautés pour que les personnes puissent survivre du jour au lendemain. Voilà. Il y a aussi une focalisation renouvelée sur la sécurité alimentaire, la santé publique. Par exemple, nous savons tous qu'il y a l'Organisation de la santé ouest-africaine. Et je pense que c'était le représentant de l'OMS qui a dit la recherche et l'innovation sont essentielles pour être au centre du développement économique. La CEDEAO se focalise sur la redistribution des ressources parce que parfois les ressources sont disponibles mais sans une bonne coordination, surtout pour l'agenda 2030, les ressources n'arrivent pas là où on en a besoin. La CEDEAO soutient l'agenda 2030 en interageant avec les organisations de la société civile, les leaders religieux et traditionnels pour élargir l'impact de notre travail, pour contacter plus de personnes au niveau local. Ce n'est pas normal pour nous de travailler avec les organisations hyper locales, mais nous pouvons travailler avec nos États membres, avec les administrations, pour que eux, ils peuvent mieux interagir avec ces instances locales. Je pense que le COVID-19 est une opportunité pour nous pour nous engager encore une fois dans l'implication locale. La CEDEAO et d'autres organisations peuvent améliorer ce genre de lien au niveau d'une région, au niveau de nos États membres, pour promouvoir ce genre de stratégie. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne veux pas dépasser mon temps alloué. Merci beaucoup. Merci. Et oui, bien sûr, la CEDEAO joue un rôle essentiel dans la région en soutenant les connexions entre les niveaux locaux et les niveaux mondiaux. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut gérer les attentes. Mais vous êtes une organisation internationale, mais avec les autres parties prenantes, on peut avoir un impact local. Enfin, la PDG de l'innovation pour la Guinée-Bissau, Madame, vous avez la parole. J'aimerais premièrement remercier pour cette opportunité, que c'est vraiment unique. Depuis le Forum de Gambia jusqu'à aujourd'hui, ça représente pour moi une opportunité unique vraiment pour le niveau de cet événement, l'importance de cet événement et de tous les participants. Donc, je remercie vraiment pour l'opportunité. Donc, par rapport au secteur privé et société civile, je pense que l'engagement peut être d'investir dans la formation des gens dans différents domaines. Dans le cas de mon pays, par exemple, il manque beaucoup des areas qui ne sont pas développées. Par exemple, pour parler de développement, on doit parler forcément de système de santé, qui est très mauvais chez moi, et système d'éducation, de formation, qui est aussi très mauvais. Donc, il ne peut pas avoir un vrai développement si ces deux areas sont faibles, s'il n'y a pas un développement dans cette deux areas. Donc, je pense que la société civile et le secteur privé offrent déjà beaucoup plus
opportunités au pays parce que les meilleures écoles, c'est le secteur privé. Les meilleurs. Je disais que la participation, l'engagement du secteur privé et de société civile peut être à travers l'investissement dans la formation des personnes. On a 64 à peu près 64% de population qui est jeune, qui est composée par jeunes. Et 7% de population a besoin d'un bon système de santé, bon système d'éducation, qu'il n'y a pas vraiment. Donc, ceux qui a les meilleurs sont fournis par la société civile et le secteur privé. Secteur privé et société civile aussi peuvent s'engager pour favoriser l'incubation de nouveaux entrepreneurs capables d'opérer dans les domaines, dans les plusieurs domaines qui sont considérés clés pour le développement de notre pays. Par exemple, l'agriculture. Notre pays vit surtout de l'agriculture. Et aussi, il y a des autres secteurs que c'est l'artisanat et beaucoup des autres. Dans la santé aussi. Donc, je pense que petite parole, c'est de créer de nouveaux entrepreneurs qui vont être capables, chacun de travailler dans certains domaines pour répondre à les besoins des populations. Parce que c'est nous qui interagissons directement avec les populations, donc on connaît très bien les besoins. Et ce qui est fait jusqu'à maintenant peut être renforcé, et peut être aussi répliqué, disons. Une autre parole, c'est par rapport à le compta, comment je peux dire, on sait que c'est le secteur privé qui fournit plus d'opportunités pour la population parce que on a ce problème ce problème politique qui est chronique. Donc, à chaque fois qu'on change de gouvernement, on doit attendre 2 mois, 3 mois pour que les institutions reprennent leur travail. Le secteur privé est toujours pénalisé. C'est pénalisé à cause d'instabilité politique. C'est pénalisé parce que ne rentre pas dans l'agenda des Nations Unies, le secteur privé. Donc, il n'y a pas un contact. Le secteur privé, donc, reste à côté. Et parfois, la situation. OK. Bon, disons que je vais faire maintenant un petit. Je ne vais pas prendre trop de temps. C'est juste pour dire, investir dans la formation, aider dans l'incubation de nouveaux entrepreneurs dans les différents domaines. Et par rapport au travail avec le gouvernement et Nations Unies, comme j'ai dit l'autre jour, je suggère la création d'une commission qui peut faire le follow-up pour tout le processus. Comme ça, cette commission va être indépendante. Même si on change 10 gouvernements chaque année, cette commission va être capable de continuer le travail et pouvoir aussi espérer vraiment qu'il y aura de développement. La formation des gens, c'est crucial chez nous. C'est crucial parce que ça inclut aussi leur insertion dans le monde du travail. On a le cas des femmes qui sont entrepreneurs informels. Il y a beaucoup dans la société et sont la majorité des entrepreneurs informels qui peuvent être soutenus, qu'on peut soutenir
si on veut vraiment arriver à les résultats de développement de l'agenda qui est établi. J'espère que mon français était suffisant pour rendre mes idées. J'ai cette limite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez pouvoir continuer à faire votre travail parce que votre suggestion de créer une commission, ça, c'est quelque chose de constant dans le domaine du développement durable, même avec une situation politique qui change et qui évolue, et qui est impossible à prédire. Je pense que c'est une bonne idée de créer une plateforme d'individus engagés venant de tous les secteurs de la société pour lutter contre le Covid dans votre pays et aussi pour continuer le travail sur les ODD. Donc, j'espère voir la création d'une telle plateforme. Vous avez notre soutien. Et nous vous entendons aussi quand vous dites qu'il est difficile pour le secteur privé de savoir comment interagir avec l'ONU. Comment travailler avec l'agenda 2030, l'agenda 2063? Cela fait partie du processus d'apprendre comment travailler avec ce genre d'organismes et comment on peut faciliter l'interaction entre ces organismes et les locomotives de croissance locale. Mesdames et messieurs, je vous demande si vous avez des questions de les mettre dans le chat. Vous pouvez utiliser Twitter ou Facebook pour nous poser vos questions. Avant de passer aux questions et aux réponses, nous avons Alex qui va assez rapidement, dans 2 minutes seulement, qui va intervenir. Mais nous pensions que c'était important d'entendre parler d'une autre autorité municipale de Sierra Leone qui allait présenter son travail. Alex, vous avez 2 minutes et avant la séance des questions et réponses, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis vraiment reconnaissant du travail des organisateurs qui ont organisé ce forum si important. À Banjul, on était d'accord sur 3 choses. Une de ces choses était que pour améliorer les interventions et la coopération internationale et mondiale, il faut s'assurer que tous les pays se rassemblent, se réunissent avec les mêmes objectifs, avec les mêmes fins, de réaliser les ODD et de réaliser l'agenda pour le développement. Et c'est un travail qui doit être mené aussi au niveau local. Pour ce faire, il faut préparer des politiques fiables et c'est un travail que nous faisons déjà, au moins dans mon pays. Et nous sommes allés à Banjul pour ensuite revenir dans notre pays pour avoir de nouvelles idées sur le développement et sur les objectifs de développement durable qu'on veut réaliser avant 2030. Donc, j'ai pu faire cela. Je suis allé dans les communautés locales pour communiquer nos discussions après la conférence à Banjul. Mais sans cette expérience, je n'aurais pas pu partager ces informations avec mes compatriotes. Et cela montre l'importance de la coopération pour réaliser le développement au niveau mondial. Il faut valoriser les cultures locales qui vont nous aider à localiser les objectifs du développement durable. Nous recueillons beaucoup de données
mais ces données ne nous permettent pas de planifier à un niveau adéquat pour réaliser les programmes de développement durable au niveau du pays. Mais après des efforts récents et après ce que nous avons appris à Banjul, nous avons pu travailler avec les communautés locales pour mieux localiser les efforts de développement durable. On ne peut pas travailler dans une certaine région sans l'approbation du conseil local, bien sûr. Donc, cette année, le gouvernement de mon pays, grâce à ce qu'on a appris à Banjul, le gouvernement a pu adapter ses leçons à tous les conseils locaux. On avait vraiment avant une division entre les niveaux locaux et les niveaux nationaux et ce n'est plus le cas. Dès le début de nos efforts, de nos initiatives de développement, on voulait impliquer les conseils locaux et municipaux parce qu'il faut les impliquer pour vraiment aider les communautés locales et de réaliser les plans internationaux au niveau local. Je suis vraiment désolé, monsieur Alex, mais vous avez évoqué un point vraiment essentiel qui est la prioritisation des conseils locaux. Ça, c'est vraiment un aspect clé et je suis contente d'entendre que le forum de Banjul a facilité la création de ce genre de liens parce qu'ils sont vraiment essentiels, le lien entre l'international, le national et le local. Et ça, c'est vraiment un écart à combler. Même pendant cette période de pandémie, je suis content d'entendre que vous avez appris à travailler ensemble et à améliorer la gouvernance dans votre pays. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, mes collègues, nous n'avons plus de temps pour les questions et les réponses. Donc, nous passons directement au discours de clôture par l'ambassadeur Hoshino du Japon. Je tiens à remercier tous les intervenants et tous les panélistes pour leur présentation. Donc, je cède maintenant la parole au monsieur le représentant du Japon. Merci beaucoup, monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Gambie, monsieur le Miller, le ministre du gouvernement local et de développement rural au Sierra Leone, mes chers collègues, mes amis. Dans la première année de la décennie d'action, cette thématique du local au mondial, construire sur la fondation de ce qui marche déjà, a beaucoup de sens. Et vous nous avez déjà montré beaucoup de leçons importantes. En mai 2019, on a lancé un projet du Fonds de dotation de l'ONU pour la sécurité humaine en partenariat avec l'Institut international pour la paix. Et en tant que quelqu'un qui est impliqué dans ce projet depuis le début, j'aimerais vous féliciter sur la publication du rapport aujourd'hui et aussi à remercier tous ceux qui ont contribué à ce rapport. En ce qui concerne la conversation d'aujourd'hui, sur le rapport que j'ai déjà lu avec beaucoup d'intérêt, il y avait 4 composants critiques dans le rapport. Comme Jimena a dit, comme elle sait déjà très bien, il y a l'implication locale, la décentralisation, l'alignement et la mobilisation des ressources. Ce sont les 4 composants clés du rapport, si je ne me trompe pas. Je pense que notre conversation d'aujourd'hui a été très utile et nous a fourni beaucoup d'exemples du besoin pour un tel programme et le besoin pour des mesures de protection
humanitaire. Monsieur le ministre de Sierra Leone et Madame la représentante de la CEDEAO ont parlé de la sécurité alimentaire, la stigmatisation, le stress de la pandémie Covid et la réduction des risques de catastrophes. Des autres ont parlé de la formation et de l'éducation pour le peuple pour renforcer leur résilience. Je pense que ce sont tous de bonnes politiques pour subvenir aux besoins humanitaires dans nos pays. Je pense que les interventions des panélistes ont démontré l'importance du niveau local. Même des mesures compréhensives pour jeter les bases du développement durable et pour réaliser l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Je pense que notre conversation d'aujourd'hui nous ont fait rendu compte qu'il est important de renforcer ces liens et de mieux nous focaliser sur l'idée de la sécurité humaine sur le terrain, surtout en Afrique de l'Ouest. Je suis certain que les actions menées à tous les niveaux, le niveau national, international, local, y compris les actions menées par les coordinateurs résidents et des représentants de la société civile et aussi du secteur privé, sont vraiment la clé, la locomotive de la réalisation de l'agenda 2030. Donc je veux profiter de cette opportunité de mettre l'accent sur ce point qui est très important du point de vue politique, d'intégrer cette idée de la sécurité humanitaire dans le processus de localisation des ODD. Je pense que le rapport nous montre que la réponse du monde à la pandémie 19 va être critique dans la réalisation de l'agenda 2030. Le COVID-19 est une crise humanitaire vraiment sérieuse. Cette pandémie a touché de façon grave toutes les régions du monde. Et elle est allée bien au-delà d'une crise purement sanitaire. Il y a des droits de l'homme qui sont touchés, les droits économiques qui sont touchés. Il y a la possibilité de survie et la dignité même des personnes qui sont remises en compte par cette pandémie qui touche les plus vulnérables parmi nous. C'est à nous de déployer tous les efforts pour lutter contre cette pandémie et aussi de contextualiser nos efforts et les adapter aux contextes locaux. Le Japon a essayé de déployer une telle approche inclusive qui utilise une approche de haut en bas et aussi une approche de bas en haut. Au niveau national, comme vous savez peut-être, nous avons un bureau de réalisation des ODD en dessous du Premier ministre au Japon, mais au niveau local, nous essayons de rendre ces efforts plus efficaces en mettant l'accent sur le dialogue entre beaucoup de parties prenantes, y compris la société civile et les acteurs privés. Donc nous avons des plans d'action en place, bien sûr, et on fait la promotion des ODD au Japon, au niveau des individus et aussi à travers la société, à travers le sport. C'est une histoire intéressante à vous raconter. J'ai une histoire intéressante à vous raconter. Il y a des lycéens japonais qui essaient eux-mêmes de résoudre ces questions de sécurité humanitaire et de promouvoir les ODD. Cela nous montre que nous pouvons travailler sur les ODD et sur la sécurité humanitaire en même temps. Il nous faut seulement des mesures compréhensives qui prennent en compte les contextes locaux pour réduire le gaspillage et pour sensibiliser les communautés locales sur les actions en cours pour réduire le gaspillage.
Comme on a déjà dit aujourd'hui, le COVID-19 va influencer notre avenir. Le Japon se veut un leader dans la mise en œuvre des initiatives de soutien pour réaliser les objectifs de sécurité humanitaire sur le terrain. Nous investissons beaucoup de ressources financières en tant qu'assistance bilatérale et à travers d'autres organisations multinationales. En réalisant les ODD, j'espère que toutes les parties prenantes vont garder à l'esprit l'importance des menaces aux personnes et à leur mode de vie et comment nous pouvons réaliser en tant que société, une société axée sur l'individu, sur la personne et comment est-ce que nous pouvons réaliser le plein potentiel de chaque individu. Cette idée de la sécurité humanitaire est centrale. Voilà la raison pour laquelle je pense que ce projet est soutenu par le Fonds de dotation des Nations Unies pour la sécurité humaine. L'importance de nos efforts est devenue encore plus claire pendant cette pandémie de COVID-19. Parce que pendant cette période de crise, on s'est rendu compte de la vulnérabilité de certaines populations. Donc, l'approche de la sécurité humanitaire est essentielle pour aider ces personnes en situation difficile. Merci beaucoup pour votre attention et je félicite encore l'Institut international pour la paix de la publication de ce rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup et nous allons aussi vous envoyer un sommaire de la conversation d'aujourd'hui qu'on va envoyer à vous tous. Merci beaucoup. Merci à mon co-organisateur. Merci à des ambassadeurs et aux ministres pour votre soutien pour cette initiative dès le début. Merci à tout le monde. Et merci à tous les panélistes, à tous les ministres. Merci beaucoup pour votre attention et nous allons rester en contact. Merci beaucoup.